Je m'appelle Camille Lambert. J'ai 30 ans. Et la nuit où mes parents ont tenté de s'approprier ma maison, mon père est arrivé avec un camion de déménagement, un contrat de résidence permanente et l'assurance d'un homme qui croyait que ma réponse n'avait plus d'importance. La pluie martelait le toit alors qu'il glissait le document sous ma porte. Il indiquait mon adresse comme leur domicile principal et leur donnait accès à toutes les pièces sauf mon bureau. Il l'avait déjà signé. La mienne était la seule ligne vide. Quand j'ai ouvert la porte, mon père s'est avancé et a posé une main ferme sur mon épaule. « Pousse-toi, Camille. Tu as de la place pour nous. » Derrière lui, ma mère se tenait près du camion de location tandis que mon frère cadet regardait depuis le siège passager, évitant mon regard. J'ai repoussé le bras de mon père. « Pas ce soir. » Il a essayé de forcer le passage pour franchir le seuil, et je l'ai repoussé sur le porche. Jamais. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà découvert pourquoi ils avaient perdu leur maison, où leurs économies de retraite étaient passées, et combien de fois ils avaient secrètement utilisé mes informations pour effacer les échecs de mon frère. Ils pensaient que le pire résultat possible était mon refus de les laisser emménager. Ils se trompaient. Avant la fin de la semaine, l'un d'eux m'accuserait de détruire la famille. Un autre me supplierait de cacher des preuves, et mon frère apprendrait enfin ce qui se passe quand personne ne vient le sauver pour la 16e fois. Avant de vous raconter ce que mon père a dit ensuite, et ce qui s'est passé quand ils ont réalisé que je m'étais préparé à leur venue, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment et d'où regardez-vous cette vidéo? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. 3 jours avant l'apparition du camion de déménagement, ma mère m'a appelé alors que je travaillais dans mon bureau à domicile. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a dit, ton père et moi allons peut-être devoir loger chez toi pendant quelques semaines. Mes parents possédaient une maison de 5 pièces près de Lyon depuis 27 ans. Le crédit immobilier aurait dû être presque remboursé. Ils avaient aussi des comptes d'épargne, une retraite complémentaire et un appartement en location hérité de ma grand-mère. Ils n'étaient pas des gens qui auraient dû avoir besoin de ma chambre d'amis. Pourquoi, ai-je demandé. Un silence a suivi. Puis elle a dit qu'il faisait une restructuration. Ce mot m'a indiqué qu'elle cachait quelque chose. Ma mère atténuait toujours les catastrophes de mon frère. Une interpellation devenait un malentendu. Une entreprise en faillite devenait une expérience enrichissante. Des paiements manqués devenaient une tension temporaire de trésorerie. Est-ce que Bastien est impliqué, ai-je demandé. Ne fais pas de suppositions, a-t-elle répondu. C'était une confirmation suffisante. Bastien avait 26 ans et avait déjà été sauvé 15 fois selon mon décompte. La première fois s'est produite quand il a dépensé le remboursement de ses frais de scolarité pour une moto. Puis sont venus les loyers impayés, les pertes de jeux déguisés en investissement, une voiture de luxe allemande, 2 restaurants en faillite, 3 prêts commerciaux, des pénalités fiscales et une poursuite judiciaire d'un ancien associé. Chaque crise suivait le même modèle. Bastien appelait ma mère. Elle paniquait. Mon père déclarait que la famille protégeait la famille. L'argent disparaissait. Bastien s'excusait, promettait qu'il avait changé, et revenait des mois plus tard avec un problème plus important. J'ai arrêté de contribuer après le sauvetage numéro 7 quand je leur ai donné 15 000 € pour éviter son expulsion et que j'ai appris qu'il en avait utilisé une partie pour des vacances au ski. Mon père m'a traité de cruel quand j'ai refusé la demande suivante. Ma mère a dit que Bastien avait besoin d'encouragement. Bastien a dit aux proches que j'étais devenue arrogante après avoir acheté ma maison. La vérité était plus simple. Chaque euro que je lui donnais achetait une autre excuse. Pendant l'appel, j'ai demandé si leur maison avait été vendue. Nous t'expliquerons tout en personne, a dit ma mère. Puis elle a ajouté, tu as 3 chambres, Camille. Ce n'est pas comme si tu utilisais tout cet espace. J'ai regardé autour de moi la maison que j'avais achetée après avoir cumulé 2 emplois et retardé mes vacances pendant des années. Une chambre était mon bureau. Une autre stockait le matériel pour mon entreprise de conseil. La 3e était une chambre d'amis, mais un lit vide ne créait pas une obligation. Personne n'emménage ici, ai-je déclaré. Ne réponds pas avant de tout savoir, a-t-elle insisté. Alors dis-le-moi maintenant, ai-je rétorqué, mais elle a refusé. Ce soir-là,
J'ai vérifié les registres de la propriété. Leur maison avait été vendue 12 jours plus tôt. Une deuxième hypothèque avait été enregistrée avant la vente, suivie d'un avis lié à un prêteur privé. Leur appartement en location avait également changé de propriétaire. J'ai appelé mon amie Chloé qui travaillait dans la conformité financière. Elle m'a conseillé de ne pas spéculer mais m'a dit de surveiller mes comptes immédiatement. Quand j'ai vérifié mon dossier de solvabilité, j'ai trouvé 3 demandes récentes de prêteurs que je n'avais jamais contactés. Aucune n'avait abouti à un compte ouvert, mais quelqu'un avait soumis mes informations. Les demandes étaient liées à une société holding enregistrée au nom de Bastien. J'ai placé des alertes à la fraude, changé mes mots de passe bancaire et contacté un avocat. Ensuite, j'ai fouillé mes courriels. 6 mois plus tôt, ma mère m'avait demandé une copie de ma carte d'identité, prétendant qu'elle en avait besoin pour mettre à jour une mutuelle familiale. Je l'avais envoyée sans méfiance. Maintenant, je comprenais. Mes parents ne demandaient pas seulement un abri. Ils avaient perdu leurs actifs et quelqu'un avait essayé d'utiliser mon identité pour atteindre l'étape suivante. Le lendemain matin, mon père a envoyé un message: « Nous venons vendredi. Nous discuterons des arrangements à notre arrivée. » Il n'y a aucun arrangement. N'apportez pas vos affaires, ai-je répondu. Il a répliqué: tu ne laisseras pas tes parents sans abri. Il ne demandait pas. Il croyait que la parentalité lui donnait une autorité permanente sur tout ce que je gagnais. J'ai transféré le message à mon avocat, installé une autre caméra au-dessus du garage et changé le code de l'entrée latérale. Ensuite, j'ai pris une décision. Je ne me disputerai pas pour savoir si j'étais une bonne fille. Je les forcerai à expliquer exactement ce qui était arrivé à chaque euro. Ils sont arrivés vendredi à 19h18 pendant la pluie la plus forte de la semaine. Le camion de déménagement s'est arrêté en travers de mon allée, bloquant ma voiture à l'intérieur du garage. Mon père est sorti le premier. Ma mère a suivi avec un dossier sous son manteau. Bastien est resté dans la cabine, fixant son téléphone. Mon père a sorti 2 valises et les a portées vers mon Porsche. Il n'a pas sonné. Il a essayé la poignée, puis a entré l'ancien code du clavier. Après 3 tentatives infructueuses, il a frappé à la porte. « Camille, ouvre. » J'ai parlé via l'interphone. « Déplace le camion et pars. » Ma mère s'est avancée vers la caméra. « Nous avons conduit 3 heures. Laisse-nous entrer pour que nous puissions parler. On vous a dit de ne pas venir. » Mon père a brandi le dossier. « Nous avons un accord écrit. » Cela n'a pas besoin de devenir dramatique. Ils avaient apporté un camion de déménagement dans une maison qui ne leur appartenait pas et préparé un contrat que je n'avais jamais vu. Pourtant, c'était moi qui étais dramatique. Glisse-le par la fente à courrier. Mon père a poussé le document sous la porte. La première page s'intitulait « Accord de résidence familiale et de contribution à la propriété ». Selon ces termes, mes parents vivraient dans ma maison indéfiniment tout en contribuant lorsque cela serait financièrement possible. Je couvrirais les factures d'électricité, les taxes foncières, les assurances et l'entretien. Ils recevraient l'accès à la cuisine, au garage, à la buanderie et à 2 chambres à l'étage. Un autre paragraphe décrivait leur séjour comme permanent plutôt que temporaire. Si je vendais la maison, ils seraient remboursés pour toute amélioration. Mon avocat m'avait prévenu contre les accords conçus pour établir un droit d'occupation. Celui-ci semblait construit pour créer une future revendication. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé mon pied derrière la barre de sécurité. « Qui a écrit ça ?» ai-je demandé. Mon père a poussé la porte avec son épaule. « Pousse-toi, Camille. Tu as de la place pour nous. » La force m'a fait reculer. J'ai relâché la barre, je suis sorti sur le porche et j'ai repoussé son bras. « Pas ce soir. » Il a bougé vers moi à nouveau. Jamais. Bastien est enfin sorti du camion. Il portait une veste de créateur et tenait le dernier modèle de téléphone. Pour quelqu'un dont la crise avait effacé l'avenir de nos parents, il avait l'air à l'aise. « Est-ce que tout le monde peut arrêter d'agir de manière folle ?» a-t-il dit, « Ils ont juste besoin d'un endroit où rester jusqu'à ce qu'on règle ça. »« Qu'est-ce que tu règles ?» ai-je demandé. La situation de l'entreprise. Quelle entreprise ?
Tu ne comprendrais pas. J'ai sorti un autre dossier de la console d'entrée. Est-ce que je comprendrais Horizon Alpin Investissement, la société qui a soumis des demandes de prêt en utilisant mon numéro de sécurité sociale? Son visage a changé. Ma mère a saisi la rampe. Mon père a regardé Bastien, puis moi. Baisse la voix, a-t-il dit. Pourquoi? Pour que les voisins croient que c'est une visite normale. Bastien s'est approché. Je n'ai jamais rien pris en ton nom. J'ai dit, des demandes, 3 recherches de solvabilité. Un prêteur a enregistré l'adresse IP et le courriel utilisé pour les soumettre. Le courriel appartient à ton entreprise. Ses yeux bougeaient rapidement, cherchant une explication. Mon père s'est interposé entre nous. Rien n'a été approuvé, donc aucun dommage n'a été causé. Cette réponse a révélé qu'il savait déjà. Tu savais qu'il utilisait mes informations, ai-je demandé. Ma mère a commencé à pleurer. Nous étions désespérés. Le prêteur exigeait un garant avec une meilleure solvabilité. Bastien pensait qu'il pouvait inscrire temporairement et t'enlever plus tard. Tu lui as donné ma carte d'identité. Elle a baissé les yeux. Mon père a dit que nous protégions l'investissement de la famille. Quel investissement? Il m'a ordonné de les laisser entrer. J'ai refusé. Il m'a traité de sans cœur. J'ai demandé où était passé l'argent. Ma mère a cherché ma main. Camille, s'il te plaît. Nous avons vendu la maison. Nous n'avons nulle part d'autre où aller ce soir. Vous l'avez vendue il y a 12 jours. Où avez-vous logé? Ils ont échangé un regard. Bastien a admis qu'ils étaient dans un hôtel de séjour prolongé. Et toi, où logeais-tu? Ai-je demandé à Bastien. Dans mon appartement. Alors ils peuvent rester avec toi. Mon bail ne permet pas d'inviter à long terme. Ma permission non plus. Mon père a frappé le cadre de la porte avec sa paume. Ils ne peuvent pas rester avec Bastien parce que son appartement est une garantie. C'était la première phrase honnête que quelqu'un prononçait. Combien? Ai-je demandé. Ma mère a ouvert le dossier et a sorti un tableau de calcul. Le total en bas était de 580 000 euros. Compte de retraite, pénalité, revenu de la propriété locative, un prêt sur la valeur nette de la maison et presque tout l'argent de la vente de leur maison. Tout était allé dans les entreprises de Bastien, ses dettes et ses règlements judiciaires. Mon père a pointé ma maison. Cette propriété a assez de valeur pour stabiliser la situation. Ma maison ne fait pas partie de votre situation. Tu pourrais refinancer. Avec ta solvabilité, nous pourrions consolider la dette, sauver l'entreprise de Bastien et protéger tout le monde. C'était là. Ils n'étaient pas venus seulement pour une chambre. Ils étaient venus pour la valeur de ma maison. J'ai reculé à l'intérieur et j'ai essayé de fermer la porte. Mon père l'a rattrapée avant qu'elle ne se verrouille. Retire ta main ou j'appelle la police. Tu appellerais la police contre ton propre père. Un homme m'empêche de fermer ma porte après avoir essayé d'entrer sans permission. Sa relation avec moi ne change rien à cela. Il a lâché prise. À travers la vitre, j'ai vu l'incrédulité se propager sur son visage. Il avait utilisé l'indignation comme autorité toute ma vie. Quand j'avais 12 ans, il a pris l'argent de mon babysitting parce que Bastien avait cassé la fenêtre d'un voisin. À 17 ans, j'ai renoncé à un voyage scolaire parce que Bastien avait besoin de cours de soutien. À 24 ans, j'ai retardé mon déménagement pour pouvoir l'aider à payer son loyer. Chaque sacrifice était présenté comme temporaire. Chacun devenait la preuve que je pouvais être pressé à nouveau. J'ai ouvert la porte seulement après avoir mis la chaîne et placé mon téléphone là où la caméra pouvait tout capturer. Vous avez 5 minutes pour répondre à mes questions. Ma mère a dit, s'il te plaît ne nous enregistre pas. C'est ma propriété. L'enregistrement reste. Bastien est retourné au camion, mais je l'ai rappelé. Non, tu voulais mon capital. Explique pourquoi. Il s'est appuyé contre la rampe. J'ai demandé comment les 580 000 euros avaient été dépensés. Mon père a commencé à parler d'opportunités et de revers du marché. Les montants et les dates, ai-je insisté. Ma mère a lu le tableau.
48 000 € ont couvert la dette fiscale de Bastien. 72 000 € ont réglé un procès pour son premier restaurant. 95 000 € sont allés dans une application de livraison qui n'a jamais été lancée. 110 000 autres € ont payé des prêteurs privés après qu'il a garanti un prêt en utilisant des projections de revenus fabriquées. Le reste a disparu dans les intérêts, les frais juridiques, les paiements de voitures et son dernier projet, des installations de stockage de luxe automatisées qui n'existaient que dans des rendus 3D et des présentations aux investisseurs. Où sont les investisseurs? Bastien a dit que les négociations étaient en cours. Combien d'argent les investisseurs extérieurs ont-ils contribué? Il n'a pas répondu. Mon père a dit qu'il devait démontrer la confiance de la famille avant l'arrivée du financement institutionnel. Donc, aucun investisseur extérieur ne lui a rien donné. Pas encore. Et quand le prêteur a refusé un autre prêt, il a utilisé mes informations. Bastien s'est écarté de la rampe. C'était un formulaire préliminaire. Arrête de présenter ça comme quelque chose de criminel. Le département des fraudes du prêteur pourra décider comment le décrire. Son expression s'est effondrée. Tu les as contactés. J'ai contacté chaque prêteur qui a accédé à mon dossier. Ma mère s'est couvert la bouche. Mon père a exigé que je retire les plaintes. Tu mets ton frère en danger pour de la paperasse qui n'a causé aucune perte financière. Il a essayé de me transférer le risque. Échouer n'efface pas la tentative. Bastien s'est approché. Sais-tu ce qui se passe s'il gèle les comptes de l'entreprise? Tu perds l'accès à de l'argent qui ne t'appartient peut-être pas. Ces comptes paient mes employés. Combien? 12. J'avais déjà vérifié. Les registres d'État montraient 2 employés, Bastien et sa petite amie, listés comme directrice créative. Quand je le lui ai dit, il m'a accusé d'espionnage. Tu as soumis mon identité à des prêteurs. J'ai vérifié les registres publics. La colère de mon père s'est transformée en panique. Il y a une clôture de dossier prévue mardi. Si le pré-relais est retardé, tout s'effondre. Quelle clôture de dossier? Ma mère l'a regardé brusquement. Elle ne savait pas. Il a admis qu'ils avaient trouvé un prêteur privé prêt à émettre un prêt de 400 000 € garanti par des biens immobiliers. Ma maison avait été inscrite comme la garantie prévue. Vous ne pouvez pas gager une propriété qui ne vous appartient pas. Le prêteur sait que le titre est à ton nom. Il s'attendait à ce que tu te joignes à nous après que nous ayons expliqué l'urgence. Tu as dit au prêteur que je signerais avant de me parler. Bastien a marmonné, papa a dit que tu finirais par accepter. Cette phrase a mis fin à tout doute restant. Ils n'avaient pas confondu mon silence avec un consentement. Ils avaient calculé que la pression, la culpabilité et le fait d'arriver sans abri me forceraient à coopérer. Le prêteur recevra un avis écrit ce soir indiquant que je n'ai jamais consenti. Le visage de mon père a rougi. Tu vas nous ruiner. Non, je refuse d'être ruiné avec vous. Ma mère a serré le dossier. Où sommes-nous censés aller? Vous avez reçu de l'argent de la vente de la maison. Elle a admis qu'il ne restait que 32 000 €. Utilisez-le pour vous loger. Mon père a dit que c'était réservé pour les frais de clôture de mardi. Il n'y aura pas de clôture mardi. Tu ne décides pas de cela pour la famille. Je décide de ce qui arrive à mon nom et à ma maison. Il a pointé vers mon escalier. Cette maison est trop grande pour une seule personne. Ta mère et moi t'avons aidé à en arriver là. Vous m'avez donné 2 000 € après mon diplôme. Je les ai remboursés en 4 mois. Nous t'avons élevé. C'était votre responsabilité, pas un acompte sur ma propriété. Il m'a fixé. Quel est l'intérêt d'élever des enfants qui réussissent s'ils refusent de subvenir aux besoins de leurs parents quand ils en ont besoin? Vous ne m'avez pas élevé pour devenir votre actif d'urgence. J'ai fermé et verrouillé la porte. Ma mère a frappé. Mon père a menacé de faire appliquer l'accord de résidence. Bastien a crié que je détruisais un contrat valant des millions. J'ai appelé la ligne non urgente de la police et signalé 3 personnes refusant de quitter ma propriété. Quand ils m'ont entendu décrire la tentative d'entrée, ils sont retournés au camion. Avant de partir, Bastien a marché vers la caméra.
Tu vas regretter de nous avoir embarrassés. J'ai sauvegardé les images à 3 endroits différents. Le lendemain matin, les proches ont commencé à appeler. Ma tante a dit que mes parents avaient été expulsés et a insinué que je les avais invités à rester. Une cousine a prétendu que je me souciais plus d'une maison vide que de ma mère. Quelqu'un a écrit dans le groupe familial que le succès m'avait changé. Leur version était soigneusement éditée. Mes parents avaient sacrifié leur retraite pour aider Bastien à traverser un revers commercial. J'avais promis un logement temporaire, puis cruellement retiré l'offre. Personne n'a mentionné l'accord de résidence, l'usurpation d'identité ou le plan d'emprunter sur ma maison. Je ne me suis pas défendue immédiatement. Mon avocate, Maître Lefebvre, a examiné chaque document. Elle a découvert que l'accord de résidence provenait d'un modèle en ligne modifié par Bastien. Une pièce jointe contenait des termes du prêt-relais proposé. Elle décrivait ma maison comme une propriété résidentielle contrôlée par la famille et estimait sa valeur nette disponible à 310 000 €. Un bloc de signature avait déjà été préparé à mon nom. Ma date de naissance, mes détails d'emploi et mes revenus étaient listés correctement. Un ancien relevé bancaire que j'avais envoyé une fois à ma mère était joint. À midi, Maître Lefebvre avait envoyé des mises en demeure à Bastien, à mes parents et aux prêteurs, leur ordonnant de ne pas détruire les communications liées à mon identité ou à ma propriété. Elle m'a conseillé de déposer une plainte officielle à la police. Je l'ai fait. Cet après-midi-là, Bastien a appelé d'un numéro inconnu. Tu dois arrêter avant que cela ne devienne permanent. Utiliser un autre numéro ne rend pas l'appel privé, ai-je dit. Il a marqué une pause. Maman n'a pas mangé. La tension artérielle de papa est dangereuse. Ils sont dans un hôtel parce que tu veux prouver quelque chose. Ils ont 32 000 €. Cet argent est engagé. Pas par moi. Il a insisté sur le fait que la clôture de mardi pouvait nous sauver tous. Comment cela me sauve-t-il alors que je n'ai aucune dette liée à ton entreprise? Ta contribution en capital se convertirait en part de propriété. Quel pourcentage, ai-je demandé? Pas encore finalisé. Droit de vote encore en discussion. Remboursement garanti. Il a hésité. Donc je prends une hypothèque sur ma maison, je prends la responsabilité du prêt et je reçois un intérêt indéfini dans une entreprise sans locaux. Il m'a accusé d'utiliser un langage technique pour éviter d'aider. Le langage technique sépare un investissement d'un piège. J'ai demandé s'il avait soumis les demandes. Il a blâmé un consultant. Donne-moi le nom du consultant. Il a refusé. Puis il a demandé, pourquoi as-tu toujours besoin que j'échoue? Cette question a révélé l'histoire qu'il s'était racontée. Refuser de le financer était du sabotage. Demander des comptes était de l'humiliation. Les conséquences étaient de la haine. Je n'ai pas besoin que tu échoues. Tu as besoin que j'absorbe l'échec pour que tu ne l'expérimentes jamais. Il a juré et a raccroché. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé. Ton frère dit que tu l'as dénoncé à la police. J'ai signalé l'utilisation non autorisée de mes informations. Peux-tu dire que c'était un malentendu? Est-ce que c'en était un, ai-je demandé. Elle a commencé à pleurer, mais j'ai posé une question spécifique. Quand tu as demandé ma carte d'identité, savais-tu que Bastien la recevrait? Elle a prétendu croire que mon père en avait besoin pour la planification successorale. As-tu envoyé mon relevé bancaire? Elle a admis avoir transféré un dossier après que mon père a dit que le prêteur avait besoin de preuves que la famille avait plus de ressources. As-tu demandé pourquoi mes ressources importaient? Ton père a dit que c'était temporaire. Tout ce qui concerne Bastien est temporaire jusqu'à ce que la facture devienne permanente. Elle a admis qu'elle s'était opposée à la vente de leur maison, mais mon père a promis que le prêt-relais resterait tout en 6 mois. Bastien était censé avoir un acheteur institutionnel garanti. Quel était le nom de l'acheteur? Elle ne le savait pas. Demande le contrat. Ton père pensera que je ne lui fais pas confiance. Vous ne possédez plus de maison parce que vous lui avez fait confiance sans lire. Puis elle a révélé que les 580 000 € n'incluaient pas une caution personnelle de 90 000 € que mon père avait signée. Donc l'exposition réelle est de 670 000 €.
Nous n'avons pas encore tout perdu. Vous n'avez plus les actifs pour payer. Elle m'a supplié de les laisser rester un mois. Bastien a un appartement. Le prêteur pourrait le prendre. Alors il peut vendre sa voiture et ses vêtements de marque. Il a besoin de la voiture pour ses rendez-vous. Même après avoir tout perdu, elle protégeait encore son confort. Je paierai directement pour 3 nuits dans un hôtel modeste. Après cela, vous avez besoin d'un plan de logement qui n'implique pas ma propriété. Je ne transférerai pas d'argent, je ne signerai pas de prêt, je n'hébergerai pas Bastien et je ne cacherai pas ce qui s'est passé. Elle a qualifié ces conditions d'humiliantes. L'humiliation est venue du fait d'arriver avec un camion de déménagement et un contrat qui traitait mon consentement comme optionnel. Ce soir-là, ma tante a publié une autre accusation. J'ai répondu une fois. J'ai téléchargé une photo de l'accord de résidence non signé avec mes informations personnelles masquées et une image fixe du camion bloquant mon allée. Je n'ai invité personne à emménager chez moi. Je n'ai pas consenti à ce que ma propriété soit offerte en garantie. Je gère une activité financière non autorisée par les voies appropriées. Le groupe familial est devenu silencieux. Pour la première fois, mes parents ont perdu le contrôle de l'histoire. Le lundi matin a apporté les représailles de Bastien. Un de mes clients de conseil a transféré un courriel anonyme prétendant que j'étais sous enquête pour faute financière et que j'avais exploité mes parents. 2 autres clients ont reçu des messages similaires. Parce que mon travail impliquait des projets de conformité, même une fausse accusation pouvait nuire à ma réputation. L'expéditeur a utilisé un service crypté, mais Bastien a fait une erreur. Il a joint un registre de propriété téléchargé à 2h14 du matin. Les métadonnées indiquaient l'auteur comme Bastien Lambert et l'appareil comme MacBook Pro de Bastien. J'ai tout envoyé à Maître Lefebvre et au détective assigné à mon dossier. Puis j'ai appelé Bastien. Tu as contacté mes clients. Il a ri. Prouve-le. La pièce jointe a préservé les métadonnées de ton appareil. Le rire s'est arrêté. Ça ne veut rien dire. Mon avocat t'envoie des mises en demeure aux fournisseurs de courriel et à ton service Internet. Il m'a accusé de transformer un désaccord familial en guerre juridique. Tu as attaqué mon gagne-pain parce que j'ai refusé d'hypothéquer ma maison. Tu détruisais déjà mon entreprise. Ton entreprise n'avait aucun droit d'utiliser mon identité. Sa voix est devenue froide. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi. Je me suis souvenu de chaque dîner de famille où mes parents louaient son potentiel et ignoraient mes résultats. Quand j'ai obtenu une bourse, mon père m'a prévenu de ne pas faire en sorte que Bastien se sente inférieur. Quand j'ai acheté ma maison, Bastien a dit aux proches que j'avais eu de la chance. Il ne s'agit pas de savoir qui est meilleur. Il s'agit de savoir qui paie pour tes décisions. Il a menacé de dire au prêteur que j'avais donné mon accord verbal. Chaque conversation chez moi a été enregistrée. Il a mis fin à l'appel. À 11h30, le prêteur a contacté Maître Lefebvre. Après avoir reçu l'avis que je n'avais jamais consenti, son responsable de la conformité a suspendu la clôture de mardi. Le dossier me décrivait comme une garante engagée et affirmait que je fournirais un acte de cautionnement signé. À 13h, mon père est arrivé seul. Il se tenait sous la caméra sans toucher la porte. J'ai besoin de 10 minutes. Tu peux parler de là. Il avait l'air plus vieux, mais l'épuisement n'égalait pas la responsabilité. Le prêteur a tout gelé. Le compte d'exploitation de Bastien est restreint. Les salaires sont dus. Il a 2 employés. Il y a des prestataires. Alors il peut fournir des factures. Il a fermé les yeux. Ton frère pourrait faire l'objet de poursuites. Cela dépend de ce qu'il a fait. Tu sais ce qu'il a fait. Alors pourquoi me demandes-tu de le cacher? Parce qu'un casier judiciaire détruira sa vie. Est-ce que cette inquiétude est apparue avant qu'il ne soumette mes informations? Mon père a prétendu que Bastien croyait que je finirais par approuver. La croyance n'est pas le consentement. Il a admis qu'il avait dit à Bastien de préparer la paperasse parce que m'attendre pourrait leur faire perdre le prêteur. Donc tu l'as autorisé. J'ai autorisé la préparation, pas la falsification. Tu as fourni mes revenus et les détails de ma propriété.
Je savais que tu pouvais aider. Tu savais que je refuserais. Son silence l'a confirmé. Il a sorti une enveloppe de son manteau. Il y a un autre document. Ta mère ne le sait pas. Je lui ai dit de le poser sur le porche. À l'intérieur se trouvait un accord privé entre lui et Bastien. Mon père s'était porté garant pour 90 000 € supplémentaires et avait accepté de transférer le reste des gains de la vente de leur maison. En retour, Bastien promettait un remboursement après une acquisition institutionnelle. Le prétendu acheteur était une société écran enregistrée 2 mois plus tôt. Son adresse était une boîte aux lettres virtuelle. L'un des gérants était l'ancien colocataire de Bastien. Il n'y a pas de véritable acheteur. Mon père a baissé la tête. Je le sais maintenant. Quand l'as-tu découvert? Hier, après que le prêteur a suspendu la clôture. Il a hoché la tête. Il m'a demandé de retarder ma coopération avec les enquêteurs jusqu'à ce qu'ils confrontent Bastien. Non, donne-moi 48 heures. Tu lui as donné 15 sauvetages. Je ne lui donne pas 2 jours pour modifier les dossiers. C'est mon fils et je suis ta fille. Tu étais prêt à risquer ma maison, mon crédit et ma carrière pour le protéger. Mon père a dit que je m'en remettrais parce que j'étais discipliné. Bastien ne pourrait pas survivre à un effondrement complet. C'était la logique derrière chaque sacrifice. J'étais puni pour être stable parce qu'il croyait que je pouvais supporter les dégâts. Vous continuez à apprendre à la personne qui se prépare parce que la personne qui refuse de se préparer semble plus désespérée. Puis vous appelez cela de l'amour. Il a dit que je manquais de compassion. La compassion, c'est payer 3 nuits d'hôtel. La complaisance, c'est te remettre l'acte de propriété de ma maison. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Vendre la voiture de Bastien. Annuler la fausse clôture. Signaler les faux documents. Trouver du travail. Louer quelque chose que vous pouvez vous permettre. Arrêtez de croire qu'un prêt de plus restaurera tout. Il a dit que ces étapes exposeraient Bastien publiquement. Alors il n'aurait pas dû créer des faits qui nécessitent d'être exposés. Avant de partir, mon père a dit, quand cette famille se brisera, souviens-toi que tu as choisi la loi plutôt que nous. Non, tu as choisi le 16e sauvetage de Bastien plutôt que tout le monde. Je refuse de devenir le sauvetage numéro 17. L'enquête a progressé rapidement après que le prêteur a fourni ses dossiers. Bastien n'avait pas seulement entré mes informations dans un formulaire préliminaire. Il avait soumis une déclaration financière affirmant que j'avais accepté de garantir le prêt. Elle incluait un accusé de réception électronique créé à partir d'une adresse courriel conçue pour ressembler à la mienne en changeant une seule lettre. Le dossier contenait également des rapports de revenus fabriqués, de faux engagements d'investisseurs et une expertise de ma maison commandée sans mon accord. Mon père avait fourni certains détails, mais Bastien avait assemblé et soumis l'ensemble. Ma mère avait fourni des documents sans comprendre exactement comment ils seraient utilisés. Cela n'effaçait pas sa responsabilité, mais montrait différents niveaux d'implication. Mon avocate m'a dit de séparer les questions émotionnelles des questions juridiques. Émotionnellement, je pourrais décider plus tard si je voulais une relation avec mes parents. Juridiquement, je devais me protéger immédiatement. J'ai signé une déclaration sous serment niant tout consentement et fourni aux enquêteurs les images de la caméra, les rapports de solvabilité, les courriels des clients et les enregistrements téléphoniques. Les comptes de l'entreprise de Bastien ont été gelés. Sa voiture de luxe a été reprise après que le prêteur a découvert qu'il avait falsifié ses revenus commerciaux. Son appartement était loué par l'une de ses entreprises et payé avec l'argent que mes parents avaient fourni. Quand les comptes ont été gelés, il a reçu un avis d'expulsion. Pour la première fois de sa vie d'adulte, personne ne pouvait discrètement payer le solde. Mon père a contacté des proches pour obtenir de l'aide, mais les documents avaient déjà circulé dans la famille. Les gens qui m'avaient condamné n'ont pas proposé leurs économies ou leur maison. Ils ont envoyé des messages d'encouragement, recommandé des motels bon marché et sont soudainement devenus des experts en responsabilité personnelle. Ma tante, qui m'avait traité de sans cœur, a proposé son sous-sol à mes parents pour 2 semaines, mais a exigé qu'ils signent un règlement intérieur. Mon père a refusé parce qu'il considérait les conditions insultantes. Je n'ai pas souligné l'ironie.
Ma mère a loué une chambre meublée via une ancienne collègue et a commencé à postuler pour des emplois administratifs. Mon père s'est installé dans un motel de séjour prolongé et a vendu son camion. Pour la première fois, ils vivaient séparément. Sans maison ou image publique à protéger, leur mariage a commencé à exposer des fractures cachées sous des années de sauvetage de Bastien. Un soir, ma mère a appelé et a dit qu'elle avait trouvé des courriels prouvant que mon père savait qu'il n'y avait pas d'acheteur institutionnel des semaines avant l'arrivée du camion. Il avait remarqué des incohérences, mais s'était convaincu que le prêt relais donnerait à Bastien assez de temps pour transformer l'acquisition fictive en une réelle. Il savait, ai-je demandé. Il soupçonnait. C'est ce qu'il ne cesse de dire. Elle s'est excusée d'avoir envoyé mes documents et d'avoir traité ma maison comme la solution à un problème que je n'avais pas créé. J'ai écouté mais je ne me suis pas précipitée pour lui pardonner. Une excuse ne restaure pas la confiance. Je sais, et avoir été trompée par papa n'explique pas pourquoi tu es arrivé avec tes affaires après que j'ai dit non. Elle a admis qu'elle croyait que je céderais une fois que je les verrais dehors. Cette honnêteté comptait plus que les larmes. Elle avait participé à la pression même si elle n'avait pas conçu la fraude. J'ai limité nos contacts à un appel par semaine. Elle ne pouvait pas visiter ma maison, demander de l'argent ou me demander d'intervenir pour Bastien. Elle a accepté. Mon père ne l'a pas fait. Il a envoyé une lettre de 4 pages m'accusant de l'avoir humilié et d'avoir abandonné les valeurs familiales. Le dernier paragraphe disait qu'il me pardonnerait si je retirais mes déclarations et aidais à négocier une résolution civile pour Bastien. J'ai placé la lettre dans mon dossier juridique et je n'ai pas répondu. Bastien a finalement accepté une résolution juridique exigeant une restitution, une surveillance financière et des restrictions sur la gestion de fonds d'investissement. Son entreprise a été dissoute. Les installations de stockage promises n'ont jamais été construites. Aucun acheteur institutionnel n'est apparu parce qu'aucun n'avait jamais existé. Mes parents n'ont presque rien récupéré des 580 000 €. Les 32 000 € restants ont disparu dans les frais juridiques, le logement et les dettes négligées. Ils ont perdu leur maison, leur propriété locative, leurs économies et l'avenir qu'ils avaient prévu. Ces conséquences n'étaient pas ma vengeance. Elles étaient le résultat de leur choix. Ma vengeance était plus silencieuse et plus permanente. J'ai gardé tout ce qu'ils avaient décidé d'être à leur disposition. J'ai gardé ma maison. J'ai gardé mon crédit. J'ai gardé mon entreprise. J'ai gardé le droit de décider qui franchit mon seuil. 6 mois après la nuit du camion de déménagement, j'ai transformé la chambre d'amis en bibliothèque et studio d'enregistrement. Mon père avait pointé cette pièce comme la preuve que je lui devais quelque chose. Chaque étagère me rappelait que l'espace inutilisé appartient toujours à son propriétaire. Pendant la rénovation, j'ai trouvé l'accord de résidence dans ma boîte juridique. Leur signature restait en bas, confiante et complète, tandis que la ligne préparée pour moi était vide. J'ai encadré seulement cette section vide et je l'ai placée dans le placard de mon bureau. Ce n'était pas un trophée. C'était un rappel qu'une signature tenue au bon moment peut protéger une vie entière. Mon père m'a dit un jour que la famille se briserait parce que j'avais choisi la loi plutôt qu'eux. Il avait tort. La famille se brisait depuis des années, un sauvetage à la fois. J'étais simplement la première personne qui a arrêté de prétendre que les fissures étaient de l'amour. Ils s'attendaient à prendre ma maison parce qu'ils avaient déjà tout dépensé d'autres. Ils croyaient qu'arriver sous la pluie transformerait leur urgence en mon obligation. Ils croyaient que la culpabilité ouvrirait la porte quand le clavier ne le pouvait pas. Mais ma réponse n'était pas temporaire, émotionnelle ou négociable. Cette histoire nous rappelle cruellement que la loyauté familiale ne doit jamais devenir un chèque en blanc pour la destruction de soi. Camille a dû faire face à un choix déchirant entre sauver ceux qui l'avaient élevée ou protéger sa propre vie qu'elle avait bâtie à la sueur de son front. En France, comme ailleurs, la pression sociale et familiale nous pousse souvent à accepter l'inacceptable sous prétexte que le sang est plus épais que l'eau. Mais l'amour véritable n'exige pas que l'on se sacrifie sur l'autel de l'irresponsabilité d'un autre. Bastien représentait ce que l'on appelle un gouffre financier émotionnel, et les parents, en voulant le protéger, sont devenus complices de sa chute et ont failli entraîner Camille avec eux. La leçon ici est simple mais brutale, mettre des limites n'est pas un acte de haine, c'est un acte de survie,
paradoxalement, de respect envers soi-même. Si Camille avait signé ce document, elle n'aurait pas seulement perdu sa maison, elle aurait perdu son autonomie et son intégrité. Parfois, dire non est le plus grand service que l'on puisse rendre à une famille qui a perdu le sens des réalités. La justice n'est pas l'ennemi de la famille, c'est souvent le dernier rempart contre le chaos provoqué par le mensonge. Et vous, que feriez-vous si vos parents se présentaient devant votre porte avec un camion de déménagement sans vous avoir consulté? Seriez-vous capable de maintenir votre porte fermée pour protéger votre avenir ou céderiez-vous à la pression de la pluie et des larmes?